un positivisme juridique et non sociologique. Je ne crois pas à l'existence d'une coutume en matière constitutionnelle. Je crois en l'existence de normes juridiques. Et lorsque je dis que je crois à l'existence, je ne crois pas à l'existence d'une coutume en matière constitutionnelle, cela ne veut pas dire que je ne crois pas à l'existence d'une constitution coutumière. Il y a toujours une nuance à faire dans ce domaine, parce que dans un milieu constitutionnel coutumier, comme c'est le cas, par exemple, du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, on peut bien concevoir qu'il y ait une coutume, ça se comprend, même si, chacun le sait, depuis 1997, avec la révolution de Tony Blair, la Grande-Bretagne elle-même s'oriente déjà vers une constitution écrite qu'elle avait abandonnée au XVIIe siècle, parce que la première constitution écrite est curieusement britannique, les deux premières d'ailleurs, puisque c'est la constitution de Cromwell. 1615, et c'est seulement après que les Britanniques ont choisi d'abandonner cette démarche pour adopter celle coutumière. Donc, dans le contexte de la coutume constitutionnelle britannique, il n'y a pas de souci. Mais le problème méthodologique naît souvent de ce que, dans un milieu constitutionnel écrit, c'est-à-dire dans le cadre d'une constitution écrite, l'on invoque des arguments liés à la coutume. La cohabitation entre la constitution écrite et la coutume n'est pas souvent très très bonne. Chacun le sait, parce que généralement, on joue au jeu d'équilibriste. Tantôt on fait de la coutume, tantôt on fait du droit, tantôt on fait les deux, sans que finalement l'on ne sache ce qu'on fait réellement. La constitution écrite, je ne voudrais pas revenir sur l'évolution de la notion. On sait très bien que la première constitution écrite, on en a parlé tout à l'heure, celle de Cromwell. Ensuite, ce sont les États américains, notamment l'État de Virginie en 1776, qui vont donc inaugurer cette constitution écrite. Après les États de Virginie, j'allais dire l'État de Virginie, la constitution américaine elle-même, celle qui institue le 7 de septembre 1787, la France va arriver avec la constitution du 3 septembre 1791, mais elle-même est devancée par la constitution polonaise du 3 mai 1791. C'est donc une tradition, parce que la forme écrite est la forme qui permet d'apporter des preuves. Alors, à partir du moment où l'écrit peut fournir la preuve, à partir du moment où l'écrit permet très mal l'écrit et les règles coutumières, surtout lorsque les règles coutumières sont contraires à la règle écrite. Là, la précision, à mon sens, était importante. Donc, en déclinant mon appartenance à la méthode positiviste, j'insiste pour dire que c'est du positivisme normativiste. Parce qu'à l'intérieur du positivisme, évidemment, il y a des familles. Moi, je me suis rangé résolument derrière Hans Kelsen. Et après Hans Kelsen, ses disciples français, ils sont nombreux, chacun les connaît, et en particulier Charles Eisenhower. Et d'ailleurs, il faut remarquer que le normativisme, ce normativisme-là, est en train de connaître un regain. Parce que lorsqu'on imagine combien la question de la nature du régime politique français est désormais, ou plutôt depuis un certain temps, rediscutée, reconsidérée, l'on se dit que la discipline juridique a encore de l'avenir grâce à la méthode positiviste normativiste. Ayant ainsi dit que je suis normativiste, je voudrais que l'on me juge à l'intérieur de ce cadre, que l'on n'en sorte pas, comme mon ami Gando, qui aime souvent en sortir pour bien me traquer en m'amenant dans l'anthropologie. Je dis non, je ne suis pas anthropologue, je suis modestement un juriste normativiste. De là, la question est, c'est une autre question, comment les normativistes appréhendent-ils la question de la nature du régime politique? Qu'est-ce que la nature? Et ici, les normativistes sont clairs et unanimes. La nature, ce n'est que la propriété intrinsèque de quelque chose. C'est un peu l'ADN.
un peu ce que Vladimir Jankélévitch, le philosophe, appelait l'ipséité, c'est-à-dire le plus petit élément distinctif d'un objet. Étudier dans le régime politique, déterminer la nature du régime politique camerounais, revient finalement à décliner son identité, soit en le casant dans les catégories juridiques existantes, soit en l'en sortant, mais dans tous les cas, en identifiant le plus petit élément qui permet de le caractériser. Sur cette base, l'étude des régimes politiques, on le sait, a évolué à partir de la séparation des pouvoirs et autres. L'on a abouti à deux grandes catégories de régimes politiques, selon Montesquieu, les régimes de confusion de pouvoir et les régimes de séparation des pouvoirs. En conséquence, Montesquieu, enfin tous les continuateurs de l'œuvre de Montesquieu, décident que parmi les régimes de séparation des pouvoirs, il y en a, enfin qu'il y a trois catégories de régimes de séparation des pouvoirs: le régime présidentiel, le régime parlementaire et le régime d'assemblée. Ils vont même, les puristes de cette méthode, qui est d'ailleurs dominante, vont jusqu'à dire qu'il y a trois catégories de régimes de séparation des pouvoirs: le régime présidentiel, le régime parlementaire, le régime d'assemblée. Tous les autres régimes, ce sont des maladies. Et on ne peut pas considérer une maladie comme une catégorie juridique. Donc, si nous partons de là, et dans le cadre de la méthode que nous avons définie, nous pouvons dire qu'il existe deux grandes catégories: les régimes de confusion des pouvoirs et les régimes de séparation des pouvoirs. Et à l'intérieur des régimes de séparation des pouvoirs, on distingue le régime présidentiel, le régime parlementaire et le régime d'assemblée. Nous allons y revenir en termes de critères. Mais la première question qui se pose est celle de savoir si finalement il n'y en a que trois. Parce que certains ont ajouté le principe à gauche, le présidentialisme à droite, le régime semi-présidentiel par là. Revenons et arrêtons-nous quelque peu sur ces questions. D'abord, lorsqu'on est normativiste, on ne comprend pas la notion de présidentialisme. Parce que le présidentialisme n'est pas un régime, c'est d'abord un système. Lorsqu'on aborde les problématiques relatives au présidentialisme, l'on intègre nécessairement des considérations extra-juridiques. Elles sont sociologiques, elles sont économiques, elles sont politiques, ainsi de suite, ainsi de suite. Or, justement, le normativisme interdit la prise en compte de tous ces éléments extra-juridiques. Il considère tout système juridique comme un milieu clos, un milieu fermé, qui se suffit à lui-même. Il est structuré, il est organisé. Par conséquent, on n'a pas besoin de considérations extra-juridiques dans le cadre d'un système juridique. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, chacun l'a remarqué, dans nombre d'ouvrages aujourd'hui, la notion de présidentialisme a tendance à disparaître. Elle doit disparaître, pourquoi? Parce qu'elle a été galvaudée. D'abord parce qu'on ne connaît pas son identité. À quel champ à quel champ scientifique se rattache la notion de présidentialisme? Pour ça, peut-être qu'il faut aller dans son histoire. L'on sait que le mot présidentialisme vient d'abord de l'anglais présidentialisme, qui signifiait le régime présidentiel au départ. Parce que lorsque l'école anglaise de droit constitutionnel imagine le concept, c'est pour désigner le régime politique américain qui était différent du régime politique anglais. Par la suite, le présidentialisme va être abordé comme étant une déformation du régime présidentiel, en tout cas en l'étudiant par rapport au régime politique d'Amérique du Sud. Et après, le mot est arrivé en France, le concept est arrivé en France, et on le met à toutes les sauces. Comme le disait si bien le professeur Maurice Kamto dans son ouvrage, il dit, si le régime français est présidentialiste, qu'est donc le régime politique camerounais? Parce que finalement, on vous dit le régime politique camerounais est présidentialiste, le régime politique français présidentialiste, finalement, on ne sait plus ce que signifie le présidentialisme. C'est pour cela que la notion de présidentialisme est disqualifiée comme coupable de ne pas être capable
de cerner la réalité d'un régime politique et surtout de lui affecter une identité juridique. Cela étant dit, pour ce qui concerne le présidentialisme, la question est aussi celle du régime semi-présidentiel. Parce que beaucoup disent le régime semi-présidentiel, c'est écrit dans de très nombreux ouvrages, mais il tend à disparaître aujourd'hui parce que la critique sur la notion de régime semi-présidentiel a été tellement forte à un moment donné que beaucoup des tenants de cette théorie ont tendance aujourd'hui, des partisans de cette théorie ont tendance à reculer. Pour savoir pourquoi, il faut revenir à l'origine. En fait, la notion de régime semi-présidentiel va naître en 1962 sous la plume d'un auteur que chacun sait, que chacun connaît, Maurice Duverger, qui était un publiciste au départ, qui est allé flirter avec la science politique, mais qui à la fin ne savait plus trop bien s'il était politiste ou juriste. Alors, il s'est mis à parler en 1962, lorsqu'à la suite de l'attentat du Petit Clamart, la France décide de modifier l'article 7 de la Constitution primitive de 1958 et d'instaurer De Gaulle, par le mécanisme douteux, certes, critiquable sans doute, mais instaurer l'instauration, j'allais dire, l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Maurice Duverger se répand dans le journal Le Monde dans un article intitulé « Échec au roi ». Il analyse la situation et dit, il dit la Constitution du 4 octobre 1958 définissait un régime parlementaire. À partir du moment où, en vertu de l'article 7 initial, le président de la République française était élu au suffrage universel indirect. Maintenant qu'il est élu au suffrage universel direct, il y a mutation du régime politique qui n'est plus un régime parlementaire, il est devenu un régime présidentiel. Parce que le président de la République est élu au suffrage universel direct, ce qui entraîne la relecture, plutôt une nouvelle approche des principaux articles de la Constitution, en particulier l'article 5 de la Constitution française sur le pouvoir arbitral. On le connaît, cet article, le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, il n'assume pas son arbitrage, ainsi de suite, ainsi de suite. Le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il dit que désormais, il faut faire une lecture présidentielle de cela. Mais est-ce que, évidemment, il va recevoir toute une foule de critiques, de nombreuses critiques, toutes très vives les unes que les autres. On lui répond pour dire, écoutez, monsieur Duverger, vous vous trompez parce que c'est pas parce que le régime, que désormais le président de la République française est élu au suffrage universel qu'il y a régime semi-présidentiel. Pourquoi pas semi-parlementaire? Pourquoi seulement semi-présidentiel? Et en plus, l'élection du président de la République au suffrage universel n'est pas un critère d'un régime présidentiel, puisque même dans le régime présidentiel le plus connu, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique du Nord, il est élu au suffrage universel indirect. Et or, dans la pensée de Duverger, ce qui s'était passé, c'est qu'en fait, pour lui, et c'était un malentendu, le régime semi-présidentiel était une forme de régime parlementaire. Nous allons y revenir. Donc, cela dit, nous évacuons donc le régime présidentialisme, le régime semi-présidentiel, et nous affirmons que le Cameroun est quand même un pays où, même si la séparation des pouvoirs n'y est pas claire, j'allais dire, n'y est pas, forte, elle existe. Par conséquent, il faut classer le régime politique camerounais dans l'une des trois catégories des régimes, j'allais dire des régimes de séparation des pouvoirs. Voilà la chose. Maintenant, de nombreux collègues ont avancé des explications. Certains ont dit que c'était un régime semi-présidentiel. Je préfère ne pas y revenir. Nous venons de parler de cette notion de régime semi-présidentiel qui ne veut absolument rien dire. On ne sait pas si ça veut dire semi-présidentiel, ou bien 3 quarts présidentiels, et 1 quart parlementaire, ou alors 2 quarts parlementaires et 1 quart présidentiel. Ça n'a pas, c'est pas une classification, c'est pas une qualification
convaincante. Maintenant, certains ont proposé qu'on parle de présidentialisme démocratique. Je dis non. Un régime présidentialiste, à supposer que l'on considère qu'il y a un régime présidentialiste, un régime présidentialiste ne peut pas être démocratique. Les concepts de présidentialisme et de démocratie sont antinomiques. Soit un régime est présidentialiste et il n'est pas démocratique, soit il est démocratique et il ne peut plus être présidentialiste. Mélanger les deux, c'est un peu mélanger dans une sauce de sucre et le sel. Ça devient très difficile à comprendre. Surtout, ce qui est important derrière cette qualification, c'est que le concept de présidentialisme est idéologiquement situé. Parce que ceux qui avancent la proposition de présidentialisme démocratique et qui adossent leur raisonnement sur le présidentialisme veulent par là dire qu'il n'y a pas d'évolution au Cameroun. Parce que dans un présidentialisme, il n'y a pas de multipartisme. Dans un présidentialisme, il n'y a pas d'élection. Même si la sincérité de ces élections peut être discutée, il reste que ce sont généralement des élections qui ne portent pas grand-chose. Donc, nous partons de là. Du coup, nous avons procédé par élimination. Il ne nous reste que la possibilité de voir si le régime politique camerounais est présidentiel ou parlementaire. Commençons par présidentiel. Peut-il être présidentiel? Je dis non. Il ne peut pas être présidentiel parce qu'on oublie souvent. On oublie souvent de le dire. Le régime présidentiel n'est pas un régime où il y a un président de la République. C'est évident. Parce que sinon tous les régimes seraient présidentiels. Autre chose, un régime n'est pas présidentiel parce que le président a beaucoup de pouvoir. Le volume des pouvoirs n'est pas un critère de classification des régimes politiques. Ça, c'est très important. Et surtout qu'il y a une contradiction dans la pensée de ceux qui disent qu'il s'agit d'un régime présidentiel. Ils disent nous sommes dans un régime présidentiel parce que le président a beaucoup de pouvoir. Mais ils oublient que justement, en droit constitutionnel, le vrai, le classique, le normativisme, en régime présidentiel, le président n'a justement pas beaucoup de pouvoir. C'est là la contradiction. Parce que lorsqu'on regarde le fonctionnement du régime présidentiel américain, c'est un régime d'isolement de pouvoir, un régime de séparation des pouvoirs, un régime de limitation stricte des pouvoirs d'un président qui ne peut même pas nommer l'ambassadeur des États-Unis dans la clairière du Cameroun sans passer d'abord par les 2 tiers du Sénat là-bas. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que le président, il est là pour, évidemment sous réserve du parlementarisme des couloirs et tout ce qu'on peut imaginer comme méthode permettant au président de glaner quelques voix à gauche à droite. Donc, le président de la République aux États-Unis doit exécuter les lois. C'est un exécutant. Alors que le président en régime parlementaire n'est pas qu'exécutant, il est aussi concepteur d'une politique, comme on le verra tout à l'heure. Donc finalement, ce n'est pas un régime présidentiel, parce qu'ici, il n'y a pas de séparation rigide des pouvoirs, parce que ne l'oublions pas, le critère du régime présidentiel, c'est la séparation rigide des pouvoirs. Cela signifie que le président ne peut pas dissoudre le Parlement ne peut pas renverser le gouvernement, et le président ne peut être poursuivi par le Parlement que dans le cadre d'une politique, j'allais dire de la procédure de l'impeachment. Or, l'impeachment, c'est une procédure pénale. Donc, le président vit de son côté, le Congrès de son côté, chacun fait son boulot, c'est ça le régime présidentiel. Peut-on dire que c'est ce qui se passe dans notre pays? Je dis non. Du coup, il ne reste que le régime parlementaire. Il ne reste que le régime parlementaire, mais encore faut-il savoir de quel régime parlementaire il s'agit. Parce que généralement, lorsqu'on parle de régime parlementaire, nombre de Camerounais pensent que le seul modèle de régime parlementaire, c'est le modèle britannique. Non! Le modèle britannique est le plus ancien de tous les modèles de régime parlementaire, c'est vrai, mais le modèle britannique, celui où la reine inaugure les chrysanthèmes, n'a rien à faire et que l'essentiel du pouvoir est dans lequel l'essentiel du pouvoir est devenu par le Premier ministre,
ce régime-là, ce n'est qu'un type de régime parlementaire. Il me revient à l'esprit le régime parlementaire orléaniste, par exemple, celui qui est instauré en France à la suite dans le cadre de la dynastie des Orléans, remis en place en 1815, c'est-à-dire sous la Restauration, renforcé en 1830 sous la monarchie de Juillet, et évidemment que la constitution de la Deuxième République, celle de 1848, va remettre en cause sous l'effet, j'allais dire, de l'œuvre de Alexis de Tocqueville, dont le livre de la démocratie en Amérique arrive en 1848 à sa 10e édition. Donc, sous l'influence d'Alexis de Tocqueville, on va abandonner ce type de régime parlementaire-là. Et d'ailleurs, sous la Troisième République, c'est-à-dire mise en place en France par les 3 lois constitutionnelles de 1875, on s'achemine vers ça, même si, avec la Constitution qui vit, les choses vont changer. Mais ce qui est certain, c'est que dans un régime parlementaire orléaniste, le président de la République a beaucoup de pouvoir. Énormément de pouvoir. Le premier ministre, c'est un garçon de course. Comme cela se faisait sous la dynastie des Orléans. N'est-ce pas? Il était là pour assurer la navette entre l'Assemblée nationale, j'allais dire le Parlement, et le président, et le monarque, c'est-à-dire le roi. Du coup, on voit très bien que notre régime est un régime parlementaire, mais pas de la catégorie du régime parlementaire britannique, mais plutôt du régime parlementaire orléaniste, qui se rapproche du modèle français, même si par certains endroits, il s'en démarque. Madame la modératrice me fait observer que j'ai déjà trop parlé et qu'il faut que je m'arrête. Je vous remercie. C'est le respect du temps. Monsieur le professeur nous a parlé d'un devoir douloureux, devoir accompli autour de ce que ce régime est, ce qu'il n'est pas d'ailleurs, ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire ce qui n'est pas le régime présidentiel, le régime présidentialiste, le régime semi-présidentiel. Je voudrais, et j'espère qu'on aura un moment pour en parler, monsieur le professeur, que nous revenions sur la possibilité d'un pluralisme juridique autour de la Constitution. Je sais que vous avez dit que vous êtes positiviste, normaliste. Est-ce qu'il est possible, et je pose la question tout naïvement, venant de territoires certes éloignés mais quand même proches du droit, est-ce qu'il est possible d'envisager de penser les régimes politiques sans prendre en compte des variables tenantes à l'environnement des institutions? Et si c'est le cas, est-il possible de clôturer la qualification de régime politique dans la Constitution? Je pose la question parce que tout à l'heure, le professeur Joya a dit son émoi, s'est dit embarrassé, politiste de son état de se saisir d'un. Je pense que la science politique est tout à fait légitime. C'est un des concepts de la science politique. Nous ne la qualifions pas de la même manière. C'est pour ça qu'un tel débat me semble organiser une convergence, qui est une convergence peut-être parallèle, mais une convergence autour de cet objet. Ce qui me semble intéressant, c'est de voir comment finalement on peut trouver un lieu commun pour discuter. J'ai été un peu gêné par la récusation de Maurice Duverger, qui en son temps a eu la lucidité, monsieur le doyen, de considérer ces variables extra-juridiques pour penser les institutions. La parole à un politique sportif. Des éléments de discussion intéressants. Chers collègues, je vous donne la parole. Des hommages aussi. La nature du régime politique camerounais, telle est la question qui nous est posée. Il nous a été demandé de livrer ce qui serait le regard du politiste. Les conditions effectives
de ma prise de parole me conduisent à modifier une partie de mon introduction. Je suis obligé de commencer par un certain nombre de considérations épistémologiques pour liquider la thèse qu'on puisse parler d'un régime politique et dire qu'on ne peut parler du régime politique que du point de vue du droit. Ce n'est pas possible. Première considération, s'il vous plaît. Première considération philologique. Prenons les termes. Régime, renvoi latin, regime.